Mesdames, Messieurs, bonjour. L'heure du jury du dimanche. Un jury du dimanche assez particulier parce qu'intervenant dans un contexte particulier également, le décès d'Ousmane Tanor Dieng et malheureusement la perte de la Coupe d'Afrique des Nations par les Lions devant l'Algérie. Et nous avons le plaisir de recevoir M. Serigne Mbaye Thiam. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de e-radio et à tous les téléspectateurs de ITV. Merci beaucoup. Vous êtes ministre de l'eau et de l'assainissement, membre du secrétariat national du Parti socialiste. Vous êtes aussi en charge des élections en tant que secrétaire national aux élections du parti. Dernier directeur de campagne du candidat Benno ak Tanor, Ousmane Tanor Dieng. C'était à la présidentielle de 2012. Le Parti socialiste orphelin ou riche d'Ousmane Tanor Dieng, la formation politique de Léopold Sédar Senghor vient de perdre son secrétaire général qui fut aussi le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, troisième institution de la République dans l'ordre de préséance. Tanor, l'homme d'État, l'homme politique, l'homme, un personnage, trois figures, une trilogie qui va nous intéresser tout au long de ce jury du dimanche. Serigne Mbaye Thiam, fidèle parmi les fidèles du défunt leader du Parti socialiste, a bien voulu accepter donc notre invitation pour nous parler de son camarade. Mais nous allons naturellement commencer par cette gueule de bois qui nous affecte nous tous. Encore une finale de perdu pour les Lions du Sénégal. Vous êtes le fondateur du 12e Gaïndé, justement. Comment vous avez vécu la défaite d'hier face à l'Algérie? Il faut dire que peut-être que comme par ces hasards que seul Dieu connaît, nous avons la disparition d'Ousmane Tanor Dieng, la perte de la Coupe d'Afrique, quand on sait lui, les liens qu'il avait avec nos équipes nationales. Et pour en revenir maintenant à ma qualité de président fondateur du 12e Gaïndé, c'était en fin 1991, en perspective de la 18e Coupe d'Afrique des Nations que notre pays devait organiser en 92. À l'époque, on avait constaté qu'il fallait relever deux défis, le défi de l'organisation et le défi de la participation. C'était pour contribuer à relever le défi de la participation qu'on avait eu l'idée de créer le 12e Gaïndé. Et avant cela, je me souviens aussi qu'en 90, lorsque l'Algérie gagnait la Coupe d'Afrique des Nations, organisée à Annaba et à Alger, je faisais partie de l'équipe de la Fédération sénégalaise de football, en ma qualité de trésorier qui avait conduit les Bokandé, Thierno Youm, Roger Mendy à Annaba et puis à Alger où on a joué la demi-finale. Donc effectivement, c'est une déception parce qu'on a une équipe de qualité, on a une génération qui pouvait nous valoir une Coupe d'Afrique, mais ce sont les lois du sport, il y a toujours un gagnant ou un perdant. Oui, mais les autres gagnent quand même. Oui, mais je constate que on y arrive je pense que là, sur cette finale-là, je crois qu'il y a eu un coup de malchance parce qu'on a bien joué pendant tout le match. Moi, je ne veux pas rentrer dans les considérations techniques parce qu'il y a des personnes qui sont plus qualifiées que moi pour discuter maintenant des choix de jeu, des choix des hommes, et ainsi de suite de l'équipe. Je n'ai pas pu regarder le match en direct parce que j'étais à la maison familiale de Tanor, à côté de la famille, et pour les assister dans la réception des condoléances, c'est en différé. Enfin, j'ai regardé vers la fin et puis en différé le match. Je pense que les garçons ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, je pense que sur les aspects techniques, il faut attendre à tête reposée le faire. Mais en tout cas, il faut le faire avec beaucoup de lucidité. Ce ne sont pas des questions qu'il faut traiter avec de l'émotion. On réclame déjà des têtes. Oui, je pense que c'est trop tôt. Je pense que ce sont des questions. En toute chose, il faut prendre le recul et ne pas les traiter sous le coup de l'émotion.
Il faut les traiter avec le recul nécessaire. Les Lions n'ont pas pu ou su gagner pour Ousmane Tanor Dieng. Oui, absolument. Absolument. Je pense que j'avais considéré comme un coup de hasard qu'il soit parti le lendemain de la victoire des Lions pour aller en finale. Je nourrissais un espoir que peut-être c'est une façon à titre posthume de lui rendre hommage, mais ça n'a pas eu lieu. Et il faut se remettre à l'ouvrage. Serigne Mbaye Thiam, l'avenir du PS sans Ousmane Tanor Dieng, vous ne l'aviez sûrement pas envisagé maintenant. Le décret d'hiver est imparable. Êtes-vous sûr, vous, socialistes, aujourd'hui, de pouvoir surmonter cette épreuve? Je voudrais, moi, dire un premier message à mes camarades militants et responsables du parti, c'est que nous devons avoir confiance. Nous devons avoir confiance parce que la vie est faite d'épreuves, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau des pays, il y a toujours des épreuves. Et moi, je retiens quelque chose que j'ai lu dans un livre de Dixon qui intitulé « Leaders, ceux qui ont changé le monde ». Il explique qu'il y a 3 catégories de personnes devant l'adversité, mais on peut l'étendre devant la douleur ou l'épreuve. Il dit il y a des gens, peut-être ça n'existe même pas, des catégories de personnes qui n'ont jamais connu d'adversité. Il y a des gens qui, devant l'adversité, baissent les bras. Et il y a une 3e catégorie de personnes pour qui l'adversité est un moyen de forger leur caractère, leur tempérament, leur détermination. Je voudrais que mes camarades et mes responsables fassent partie de cette 3e catégorie de personnes. De nous dire que le meilleur hommage que nous pouvons rendre à Tanor, c'est de nous inscrire dans la perspective de ce qu'il a toujours indiqué. Même lorsqu'il était candidat à la présidentielle en 2007-2012, il dit ce qu'il est en train de faire pour le Parti socialiste, ce qu'il a fait de 2000 à 2012, ce n'était pas pour sa personne. Ce qu'il souhaite, c'est qu'avec lui ou sans lui demain, qu'il puisse y avoir une génération du Parti socialiste qui vienne accéder encore au pouvoir. Donc de la génération actuelle aux plus jeunes aujourd'hui, quand je pense à Dip Korsen qui dirige le mouvement des élèves étudiants, je pense à ces élèves étudiants qui demain ont la capacité d'y aller. Donc il faudrait que les militants ne soient pas abattus. Il faudrait que les militants soient plus que jamais déterminés aujourd'hui pour s'unir. Donc j'ai 2 messages, moi. C'est avoir confiance en l'avenir et savoir que c'est à nous de bâtir cet avenir-là ensemble, collectivement, en nous rassemblant. Et le 2e message, c'est de leur dire, c'est s'unir ou périr. Oui. Et je pense que nous trouverons les ressources nécessaires en nous pour nous unir. C'est ce que Ousmane Tanor Dieng a essayé de faire pendant tout le temps qu'il était là. C'est notre responsabilité de le faire. Nous lui devons cela. Nous lui devons de transcender nos égos personnels, de nous retrouver collectivement, ensemble, de savoir que c'est ensemble que nous pouvons rassembler le Parti socialiste et c'est ensemble que nous pouvons nous ouvrir aux autres formations de gauche pour participer à la dynamique politique de notre pays et à la dynamique de construction de notre pays. Un point important sur lequel nous allons revenir, mais avez-vous été, vous, Serigne Mbaye Thiam, dans la confidence des dernières volontés d'Ousmane Tanor Dieng concernant le futur, le présent et le futur de votre parti? Je pense que j'aurais été mal placé pour l'aide. Vous savez, Tanor est un homme méthodique, très méthodique. Et je pense que la façon dont il a traité cette question-là en envoyant son fils voir le président et en lui faisant part d'un certain nombre de messages, c'était la façon la plus méthodique de traiter ces questions-là. Parce qu'on ne pourra pas suspecter son fils de travestir les volontés de son papa. Et ces volontés sont transmises à une personne qui est quand même aujourd'hui le chef de l'État du Sénégal, mais en même temps chef de notre coalition. C'est des volontés avec écrites. Qui non, le président de la République a indiqué de façon très claire, et son fils aussi l'a dit, la semaine dernière,
Tanor lui a envoyé son fils. Il l'a reçu, il lui a fait part d'un certain nombre de messages. Je pense que c'était la voie la plus indiquée pour le faire. Et parce que ces messages sur le plan politique, oui. des messages qui seraient transmis à un Serigne Mbaye Thiam ou à une autre personne pourraient être suspectés. Oui, et ces messages concernent... Je ne sais pas les messages parce que ce message, c'est des messages entre son fils et le chef de l'État. Le chef de l'État a indiqué qu'il y a des messages qu'il délivrera le temps opportun, des recommandations ou des messages. Je pense que nous devons être à l'écoute de cela. On a parlé, moi, avant quand il a été hospitalisé ici le 4 avril, pendant tout le temps qu'il était ici à la clinique jusqu'à son départ, on s'est vu tous les jours. Et le 4 avril, juste un petit arrêt, on a dit que Tanor a été renvoyé de la tribune officielle parce qu'il serait venu en retard c'est absolument lors du faux. défilé. Je pense que les faits, après quand même, ont démenti cela. Tanor n'a pas mis les pieds, n'a même pas bougé de chez lui pour venir au défilé. N'a même pas bougé de chez lui. Il n'a pas bougé de chez lui. Il n'a pas mis les pieds là-bas. Je suis formel et je ne vais pas le dire parce qu'il y a ses gardes du corps, il y a sa famille, il y a son médecin, il y a tous ces gens-là qui savent. Mais il est parti lucide. Parce qu'il y a des gens qui disent aussi qu'il a été évacué pratiquement, il était dans le coma, il est parti lucide. Du 4 avril jusqu'au moment de quitter, et là je parle sous le contrôle de son assistant, Mangal, de son épouse Aram qui était tout le temps avec elle, avec lui à la clinique, de son garde du corps. Il lisait les journaux, il traitait son courrier. Je venais, je trouvais des parapheurs. Donc c'est lui-même qui est parti de son propre gré pour essayer d'approfondir les analyses, son état de santé et tout ça. Donc vraiment, ça je le dis, il a suivi toute la formation du gouvernement, il a suivi toutes les actualités pendant ces périodes-là. Le 4 avril, vous dites, la première hospitalisation. Vous l'avez rencontré, c'est peut-être aussi c'est une coïncidence, c'est un hasard. Le jour de la fête de l'indépendance, qui incarne l'État, qui incarne la République, c'est ce jour-là qui n'a pas pu venir. Et c'est ce jour-là. Vous l'avez rencontré à l'hôpital? Oui, tous les jours. Oui. Et vous avez échangé sur quoi? Non, à l'époque, c'était la formation du gouvernement. À l'époque, c'était la période de la formation du gouvernement. Et il m'a expliqué pourquoi il me faisait confiance à nouveau pour me proposer pour que je sois dans le gouvernement. Et pourquoi il nous faisait confiance, Aminata Mbengue et moi, pour nous reconduire dans le gouvernement. Donc c'est ça contesté quand même par certains de vos camarades. Oui, ça c'est normal, c'est la vie qui est ainsi faite, mais ce choix, cette contestation ne s'adresse pas à Aminata ou à moi. Parce que nous, on ne s'est pas choisi. C'est Tanor qui nous a proposé, et je pense que le président a eu à le clarifier la dernière fois quand il a pris la parole lors de la présentation des condoléances à la maison mortuaire. Donc, ce que je retiens, moi, c'est que c'est cette confiance qu'il a renouvelée et puis les conseils qu'il nous a donnés dans le cadre de notre travail gouvernemental, ce que nous devons faire, l'engagement que nous devons avoir pour notre pays. Et c'est les mêmes conseils qu'il nous avait donnés en 2012. Il nous dit, moi, je ne suis pas en alliance avec le président Macky Sall pour guetter la moindre occasion de chercher des erreurs, de quitter ou bien de le gêner dans son travail. Si je ne suis pas engagé pour qu'il réussisse son mandat, je ne suis pas dans le gouvernement. Vous êtes dans le gouvernement, vous devez tout faire pour qu'il réussisse son second mandat. Vous devez travailler avec lui, continuer à travailler avec lui dans la loyauté comme vous l'avez fait pour le premier mandat. C'est le message qu'il nous a donné. Et voilà. L'invité du jury du dimanche, Serigne Mbaye Thiam du Parti Socialiste, Ousmane Tanor Dieng, le 2 avril dernier, dit ceci. Le dialogue est entamé au Parti Socialiste. Nous y invitons Khalifa Sall. Il n'y a pas d'exclusion.
c'est un appel inclusif que je lance à l'ensemble des socialistes de cœur ou de raison. Oui. J'ai dit à mes camarades qu'il faut faire preuve de tolérance, de générosité, et l'histoire de notre parti est faite de scission, de retrouvailles, de division. Il était favorable aux retrouvailles socialistes. Ces propos ne peuvent-ils pas être considérés comme finalement un testament avec sa disparition intervenue plus tard? Avant peut-être de répondre à cette question-là qui est importante, je voudrais revenir sur un aspect. Oui. Bon, j'entends par-ci et par-là dire il y a vacance du poste de secrétaire général. Il n'y a pas vacance du poste de secrétaire général. Ah bon? Non, il n'y a pas vacance. Parce que nous avons une organisation au niveau du secrétaire exécutif national. Nous avons élu Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du parti. Ousmane Tanor Dieng a proposé au comité central une structuration du secrétaire général. Madame Aminata Mbengue Ndiaye est première secrétaire générale adjointe. C'est elle aujourd'hui qui exerce les fonctions de secrétaire général du parti. Okay. Dans cette SG intérimaire. Non, elle est SG. Elle exerce les fonctions de secrétaire général du parti. Mais les textes disent elle supplée le secrétaire général. Dans une période qui est limitée. Quand on parle français, c'est exercer provisoirement, temporairement les fonctions de quelqu'un, mais c'est les exercer dans sa plénitude. Jusqu'à la fin du mandat. Oui, jusqu'à la fin du mandat. Maintenant, après, on a des processus de dévolution du pouvoir, de désignation de nouveaux secrétaires généraux. Ce que je voudrais dire... Ousmane Tanor Dieng était en train d'exercer un mandat de combien de temps? C'était un mandat de 4 ans. Nous avons fait notre congrès en 2014. Oui. Le mandat, les renouvellements ont commencé l'année dernière. Le congrès aurait dû se faire avant la présidentielle, mais compte tenu du délai, ça n'a pas pu se faire. Le congrès extraordinaire d'investiture que nous avons fait a prorogé démocratiquement le mandat de l'ensemble des organes, y compris le mandat du secrétaire général, qui va expirer donc à l'organisation du prochain congrès qui se tiendra après nos opérations de renouvellement qui ont démarré. Il y a des coordinations qui ont déjà renouvelé. Donc, ce que je voudrais dire, que dans cette période-là, être aussi loyal et fidèle à la mémoire de Ousmane Tanor Dieng, c'est nous tous de nous mettre derrière Aminata Mbengue Ndiaye pour les tâches du parti et travailler avec elle. C'est elle qui exerce aujourd'hui les fonctions de secrétaire général du Parti socialiste. Nous devons nous unir derrière elle et envisager les prochaines étapes, mais dans un esprit de dépassement de nos ambitions personnelles, de nos égos, pour mériter de Ousmane Tanor Dieng. Qui a fait son testament presque. Oui, maintenant, sur cet aspect-là, en citant nommément Khalifa Sall, qui est aujourd'hui en prison. Il a été constant depuis le début. Avant même 2007, lors d'un congrès, il a fait un discours très profond sur cette nécessité de retrouvailles, après 2007 du moins. Parce qu'en 2007, on a eu beaucoup de socialistes qui ont quitté, qui ont été candidats aux législatives des listes. Après cela, il a fait cet appel-là. C'est constant. Et ce qu'il a dit, c'est vrai, l'histoire du Parti socialiste, c'est des fusions, des retrouvailles depuis du temps de Lamine Gueye et de Senghor, qui étaient en compétition, qui ensuite se sont retrouvés pour exercer les fonctions institutionnelles. Senghor, président de la République, Lamine Gueye, président de l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Donc, la vie est ainsi faite. Donc cet appel de Tanor s'adresse à nos camarades avec qui on s'est séparés récemment, comme à nos camarades avec qui on s'est séparés après 2000, qui avaient rejoint d'autres formations ou bien qui avaient créé d'autres partis politiques. Mais ça s'adresse au-delà. Pas avant 2000? Bien sûr, même avant 2000. Ça s'adresse de façon générale aux Sénégalais qui ont une sensibilité socialiste. Et ce que je constate, c'est que depuis la disparition de Ousmane Tanor Dieng, on voit des personnes prendre contact avec des responsables du parti pour dire « nous, on ne connaissait pas l'homme. C'est maintenant qu'on connaît l'homme. On est disposé, une fois que cette période est passée, à venir militer au Parti socialiste. » Depuis 2 jours, beaucoup de responsables reçoivent des messages de ce type, de Sénégalais qui ne faisaient pas de la politique et qui ont décidé de rejoindre le Parti socialiste. Le contexte a son importance. Khalifa Sall, aujourd'hui, fait partie des personnalités que vous invitez à ces retrouvailles. Mais on invite tout le monde à ces retrouvailles. Tanor l'a fait,
il a reçu Bamba Fall, il m'en a parlé, il m'a dit les discussions qu'il a eues avec lui, parce que c'est son devoir, lui, de perpétrer le legs que Abdou Diouf a laissé, de perpétrer le legs que Senghor a laissé. C'est notre devoir aussi de le faire, parce que les problèmes qu'on a eus avec ses camarades, ce ne sont pas des problèmes personnels, ce sont des problèmes d'orientation, mais on se retrouvera autour des orientations et de la ligne que la majorité des camarades dégagent et de la ligne que Tanor a rappelé encore en disant au président, et le président l'a rappelé, il ne regrette rien du compagnonnage qu'il a eu de 2012 à maintenant. Si c'était à refaire, il l'aurait fait. Et il nous a instruit de nous inscrire dans cette dynamique, de continuer à travailler pour le président pour son second mandat. Je pense que les camarades aussi qui sont restés voudront être fidèles à ces messages que Tanor a donnés. Maintenant, il faut être assez ouvert pour discuter avec tout le monde. Nos camarades qui nous ont quittés récemment, comme nos camarades qui nous ont quittés avant. Oui, cette famille socialiste est diverse. Moi, je pense à quelqu'un comme Moussa Fagnas aujourd'hui, ou Malik Gakou, qui sont des socialistes, qui étaient au Parti socialiste. Ils peuvent être concernés par vraiment ce regroupement de la grande famille socialiste. Parce que vous savez, c'est des rencontres de volonté. On peut voir un groupe ou un parti qui dit « moi, je ne suis pas intéressé ». Mais ce que nous devons dire, ce n'est pas que les gens viennent nous rejoindre dans les partis socialistes. Il faut engager des discussions pour voir les formes dans lesquelles nous pouvons, cette idée qui nous avait réunis, comment la conserver. Sous quelle forme ça se fera? Ce sera sous la forme d'une sous-coalition, dans la coalition, sous quelle forme? Mais il faut engager les discussions pour le faire. Mais bien sûr, c'est une rencontre de volonté. Les gens qui ne sont pas intéressés par cet appel-là, l'appel ne s'adresse pas à eux. Mais je pense qu'on va vers une rationalisation du champ politique du Sénégal, notamment avec le parrainage. Il est dans l'intérêt des formations politiques de pouvoir trouver des pôles pour incarner des valeurs et des principes. Mais ça ne veut pas dire que c'est une organisation que nous cherchons en concurrence avec Benno Bokk Yakaar. Nous le faisons, mais tout en restant dans le cadre de Benno Bokk Yakaar et de continuer à travailler avec le président Macky Sall, avec les autres forces de Benno Bokk Yakaar, parce que notre pays a besoin d'une base politique et sociale la plus large possible pour faire face aux défis que nous avons. Serigne Mbaye Thiam, invité du jury du dimanche d'e-radio, nous allons écouter des Sénégalais vous interpeller avec la complicité de Aliou Diassé. Alors si on fait une analyse diachronique du Parti socialiste, on voit nettement que depuis toujours, le parti a imposé, un des teneurs du parti a imposé quelqu'un pour le mettre à la tête du parti. Si on regarde bien le cas de Senghor, il a été mis ici par l'entremise un peu des colons, plus un peu les marabouts, ou bien même, on va dire, plus Feu Lamine Gueye. Il a profité de ce contexte-là pour mettre en place le parti. Après lui, il a aussi imposé Abdou Diouf comme étant son dauphin, en tout cas qui a aussi pris les rênes du parti. Après Abdou Diouf, même s'il a perdu pendant les élections de 2000, lui aussi à son tour, dans un congrès sans débat, a aussi imposé Tanor Dieng. Maintenant, je demande, est-ce qu'en absence d'un leader qui peut imposer un autre dans le parti, est-ce que c'est possible que quelqu'un justement s'impose? Parce que Tanor n'est plus, et Tanor n'est pas désigné nommément ou clairement son dauphin dans le parti. Ma question à M. Serigne Mbaye Thiam, est-ce qu'il est prêt à prendre les rênes du Parti socialiste? Le cas Khalifa Sall, après la disparition du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, comment comptez-vous gérer ça? Qui sera selon vous le futur secrétaire général du Parti socialiste? Si vous êtes élu au poste de secrétaire général du Parti socialiste, est-ce que Serigne Mbaye Thiam aura la capacité imaginative de créer les conditions nécessaires pour rassembler l'ensemble des forces socialistes afin de faire une recomposition allant dans le sens d'une nouvelle conquête du pouvoir? On va revenir sur cette dernière question, mais la première, Ousmane Tanor Dieng n'a pas désigné son successeur avant sa mort, et l'auditeur rappelle que c'était une situation différente avec Senghor, avec Abdou Diouf, avec Tanor lui-même, quand il a été porté à la tête de votre formation. Bon, aujourd'hui, cette situation... je pense que ce qu'il décrit, effectivement, dans le fait qu'il y a eu un continuum chaque fois de l'ancien leader
au leader qu'il a remplacé à la tête du parti. C'est vrai, bon, mais le terme imposé, je ne l'aime pas, parce que je pense que ça s'est fait de façon démocratique. Peut-être que le poids, la parole du leader compte au niveau des militants, mais les militants se sont prononcés chaque fois qu'il y a eu ce continuum-là dans la direction du parti. Mais effectivement, c'est-à-dire que moi, devant une difficulté, mon attitude est de dire qu'il ne faut jamais abdiquer. Parce que Dieu nous a fait être humains pour affronter des difficultés, des situations nouvelles et avoir la capacité de trouver des solutions et des voies pour les résoudre. Justement, le génie de l'ensemble des militants et responsables du Parti socialiste, c'est de dire qu'on a une situation nouvelle, mais on a pu trouver dans nos convictions militantes les ressources nécessaires pour faire un Parti socialiste encore plus attractif, plus attrayant, plus beau. Et c'est à cela que j'invite nos responsables. Et je suis persuadé qu'on peut le faire. Parce que vous savez, le Parti socialiste dépassait la personne de Tanor. Tanor lui-même, on allait dans des localités où on voyait des militants lui dire « Même si vous, Tanor, vous quittez le Parti socialiste, nous, on ne va pas quitter le Parti socialiste. » Donc, ça dépasse nos personnes. Donc, moi, je suis persuadé que nos camarades que j'ai vus pendant ces 2 jours trouveront les ressorts nécessaires pour avoir un Parti socialiste encore plus fort. Pouvez-vous être affirmatif en disant qu'Ousmane Tanor Dieng n'avait pas indiqué un choix par rapport à sa succession? Vous savez, de ce que j'en sais, moi, Ousmane Tanor Dieng, sur la base d'un écrit, je ne l'ai pas vu. Maintenant, il a donné des recommandations à son fils. Le président a dit ces recommandations, il lui a donné des recommandations qu'ils peuvent dire, qu'ils ne peuvent pas dire, ou bien pas pour le moment. Je pense qu'il faut peut-être attendre cela. Je ne préjuge pas que c'est lié à la situation du parti. Je ne préjuge pas de cela. Mais je dis, par le principe de prudence, de précaution, je pense qu'il faut l'attendre. Mais cela ne doit en aucune façon altérer le fait qu'aujourd'hui, nous devons nous rassembler, être ensemble. Et nous devons le faire derrière la personne qui a la légitimité et la légalité et qui pour sera exercer les choisi fonctions. par les militants. Non, aujourd'hui d'abord, je parle d'aujourd'hui. La personne qui a la légalité et la légitimité pour exercer les fonctions de secrétaire général, c'est Aminata Mbengue. Nous devons d'abord nous mettre derrière elle. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire derrière sa direction. Être ensemble, répondre aux réunions qu'elle va convoquer, discuter ensemble. Et c'est comme ça que nous pourrons trouver les solutions. Mais si aujourd'hui, chacun essaye de se positionner pour quoi que ce soit, nous allons vers des difficultés. Vous anticipez sur ma question qui coule de source et qui a été posée par les auditeurs. Êtes-vous intéressé par une entrée en concurrence avec d'autres pour aujourd'hui la chefferie du parti? En ce moment, pour parler de manière vulgaire. En ce moment, 2 jours après l'enterrement de Ousmane Tanor Dieng, je ne voudrais pas évoquer des destins individuels. Je voudrais plutôt, moi, en tant que responsable du parti, qui l'a accompagné, me dire que pendant qu'il était en France, les préoccupations qu'il avait, c'était lié à l'unité du parti, à la cohésion du parti, au rassemblement du parti. Donc je m'inscris aujourd'hui dans un destin collectif que nous allons construire ensemble que dans des destins individuels. C'est une équipe qui pourra perpétrer le legs qu'il nous a laissé et parachever ce qu'il voulait pour le Parti socialiste. Donc, je ne m'inscris pas actuellement dans un destin individuel, que ce soit de Serigne Mbaye Thiam ou d'une autre personne. Je m'inscris dans un destin collectif d'une équipe qui a la responsabilité de tenir ce parti et de le rendre plus fort, plus attractif. Les questions Facebook aussi sont là. Cheikh Abdou Diané
naturellement, qui vous dit est-ce que vous avez des ambitions de diriger le parti. Une autre question concernant Aliou Baldé, avec la disparition de Ousmane Tanor Dieng, est-ce qu'il n'est pas temps pour monsieur le président de libérer Khalifa Sall pour préserver le Parti socialiste? Et puis, autre question, pour solidifier la coalition Benno Bokk Yakaar, est-ce qu'Aïssata Tall Sall ne devrait pas être à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales? Des questions en vrac comme ça. Oui, la libération de Khalifa Sall. Oui, la libération qui de pourrait Khalifa aider Sall, à préserver Tanor ce legs lui-même- senghorien et socialiste. Tanor Oui. lui-même Oui. s'est exprimé sur la question Oui. en disant qu'il souhaitait que Khalifa Sall soit libéré. Tous les militants et responsables du Parti socialiste souhaitent que Khalifa Sall soit libéré. On n'a pas souhaité qu'il aille en prison. Vous On n'a demandez pas une souhaité- grâce pour lui aujourd'hui. On n'a pas souhaité qu'il aille en prison. Donc on souhaite qu'il soit libéré. Et je suis persuadé que chacun d'entre nous, dans le secret de ses prières, a prié pour que Khalifa Sall soit libéré. Parce que nous avons partagé beaucoup de choses avec lui. C'est un camarade qui était là avec nous, on était dans le même parti, on a partagé des joies, on a partagé des peines. Même si ce n'était pas un camarade, on ne peut pas souhaiter à un être humain, à un voisin, à un camarade, à un ami, d'être dans des difficultés, d'être dans des parts. Donc, nous souhaitons qu'il soit libéré. Et je pense que le président, lors de l'ouverture du dialogue, a indiqué que une fois que les procédures sont terminées, cette question sera examinée. Mais ce sont des questions maintenant Et c'est le cas de aujourd'hui. discussion Oui. que nous avons avec le président de la République, que de Tanor lui-même avec le président. Ce ne sont pas des questions qu'on va discuter sur la place publique. En tout C'est des cas- questions dans le rapport, dans le cadre des rapports que nous avons avec le chef de l'État. Si nous avons des requêtes et des suggestions à lui faire, nous lui faisons ça de façon privée, mais pas sur la place Au publique. plan national, toutes les voies de recours sont épuisées. Oui. Donc, en ce moment-là, je pense que il y a de bonnes perspectives qu'il puisse y avoir une grâce. Parce que Karim Wade a été condamné, il a eu une grâce, peut-être pour des montants beaucoup plus importants. Khalifa Sall était dans la coalition, il fait partie de ceux qui ont contribué à une victoire de 2012. Je pense que, compte tenu de la situation, les conditions sont réunies pour qu'il puisse y avoir une grâce. Ben Diallo, blogueur, pour sauver le PS, car je ne vois pas une personnalité charismatique actuellement au sein de leur troupe pouvant assurer le legs, ne faudrait-il pas pour eux aller chercher Khalifa Sall pour diriger ce parti? Moi, je me méfie des personnalités charismatiques. Parce que Hitler était charismatique, d'autres personnes, d'autres dirigeants étaient charismatiques. Je me méfie des personnalités charismatiques. Je crois plutôt à des équipes. Je me méfie des sauveurs de peuple, des sauveurs de partis. Je pense que si nous raisonnons comme ça, nous allons circonscrire le problème à une personne, alors que pour moi, les personnes que je vois au Parti socialiste, dans le mouvement des femmes, au niveau de vision socialiste des cadres, dans le mouvement des jeunes, dans l'ensemble des mouvements, des pionniers, dans les parlementaires que nous avons, les cadres, ainsi de suite, nous avons assez de ressources pour qu'une équipe puisse tenir le Parti socialiste. Je crois plutôt à cela. Abdou Diouf, qui a dirigé votre parti, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est de ses mains que Ousmane Tanor Dieng a pris les rênes du Parti socialiste. Il a été président de la République. Il est venu présenter ses condoléances. Est-ce qu'il est le dépositaire aujourd'hui d'un message par rapport justement à l'avenir de votre formation? Le président Abdou Diouf, si vous avez constaté, il avait fait un pari. Une fois qu'il a quitté la scène publique, il ne prend plus la parole en public. Même pour présenter les condoléances, il a respecté cela. Il a donné sa parole à Mansour Mbaye en lui donnant le message pour le faire. Je ne pense pas... En dépit de la grande proximité qu'il avait avec Ousmane Tanor Dieng. Vous savez, là aussi, vous avez vu les supputations que les gens faisaient après le décès. Quand pendant une journée, ils n'ont pas vu de message du président Diouf, oui, ça corrobore le fait que le président Diouf s'était éloigné de Ousmane Tanor Dieng. C'est des relations très profondes qu'il y a entre le président Diouf et
Ousmane Tanor Mais Dieng. justement, il devrait pouvoir jouer un rôle, non, par rapport à l'avenir de votre parti aujourd'hui. Je ne crois pas. Vous êtes confronté à cette épreuve. Je ne crois pas que le président Diouf va intervenir. Je ne préjuge de rien, mais je ne crois pas que, en tout cas, de façon ouverte, publiquement, il peut rencontrer maintenant des responsables, leur donner des conseils, les inciter à s'unir, à être ensemble. Voilà, il peut le faire, mais je ne crois pas qu'il va intervenir de façon ouverte pour donner pour indiquer telle personne ou telle autre personne, telle façon de faire. Je crois que si aujourd'hui, depuis 2000, 19 ans après avoir quitté, il est obligé d'intervenir pour que le Parti socialiste revienne, ça veut dire que quelque part, nous n'avons pas mérité de ce qu'il a eu à construire dans ce pays-là. Je crois que nous devons, nous, responsables du Parti socialiste, militants du Parti socialiste, trouver en nous les ressorts et l'élan pour avoir un Parti socialiste qui est préservé et qui deviendra même plus fort. Le dernier sujet à propos d'Ousmane Tanor Dieng, c'est Ousmane Tanor Dieng et la République. Parce qu'il y a d'autres questions qui nous attendent. Conseiller anonyme, on le dira comme ça, du président Léopold Sédar Senghor au début de sa carrière, tout puissant ministre d'État du président Abdou Diouf, opposant du président Abdoulaye Wade, sans oublier la parenthèse du gouvernement de majorité présidentielle quand même, à occasion où il a siégé au gouvernement avec Abdoulaye Wade qui était dans l'opposition, collaborateur du président Macky Sall comme allié politique et président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Quel était selon vous, Serigne Mbaye Thiam, le trait de caractère de votre défunt camarade? D'abord, je pense qu'on peut connaître un bout de Ousmane Tanor Dieng, on ne peut pas connaître tout Ousmane Tanor Dieng. Parce que c'est une personne qui était secrète, qui était réservée, qui écoutait beaucoup, parlait peu. Mais ce que je sais, c'est que c'est une personne authentiquement sincère. Tanor, c'est peut-être ça l'a handicapé un peu même en politique. Tanor ne peut pas vous dire quelque chose auquel il ne croit pas. Ce qu'il vous dit, c'est authentiquement ce qu'il pense. Et c'est quelqu'un aussi qui était très profond dans ses réflexions. Et c'est après l'avoir fréquenté, moi, de 2000 à maintenant, que j'ai su pourquoi le président Diouf, lors d'une cérémonie de réception des vœux, c'était un 31 décembre, il y avait la présidence qui présentait les vœux au président Diouf. Dans sa réponse, le président Diouf avait dit, Monsieur le ministre d'État, vous avez une sûreté de jugement. C'est après avoir fréquenté pendant cette période-là que j'ai su pourquoi le président Diouf l'avait fait. C'était un homme aussi extrêmement organisé. Il n'improvisait rien. Même quand on devait aller dans une réunion des assises du CPC, de Benno Siggil Sénégal, du parti, recevoir une délégation, il m'appelait pour me dire, mais oui, mais quand on va y aller, quand on va s'installer, bon, c'est pour dire quoi? Qui va prendre la parole? Après, qui prend la parole? C'est pour aboutir à quoi? Il n'allait pas à une réunion, par exemple, en improvisant, en venant comme ça, les bras ballants, s'installer là, pour dire, bon, qu'est-ce qui nous a amené de... Il était extrêmement organisé. Mais il s'en va sans nous laisser ses mémoires. Oui. Mais ça, c'est aussi sa famille qui le dira. C'est peut-être nous ce que nous en savons. Oui. C'est sa famille qui nous dira. Peut-être qu'il a laissé quelque chose. Oui, peut-être c'est sa famille qui nous dira. Nous, on ne peut pas... Je veux dire, il n'a pas peut-être publié des mémoires. Est-ce qu'il a pris des notes? Est-ce qu'il avait commencé à faire ça? C'est sa famille qui nous dira. Parce que c'était une personne aussi qui respectait sa vie privée. On pourrait avoir des écrits d'Ousmane Tanor Dieng à titre posthume. Je ne peux pas le dire. Oui. Je ne peux pas le dire. J'ai dit, c'est sa famille qui nous dira. Donc, c'est ça que j'ai indiqué. Donc, ce que je dis, c'est que Tanor c'était une personne qui était méconnue, qui a été beaucoup attaquée en tant qu'homme public, et quelquefois même dans sa vie privée. Mais il était stoïque. Et
il avait une capacité pour encaisser les coups qui était énorme. Justement, attaquer, vous l'avez dit, la perte du pouvoir en 2000, Oui. les échecs en 2007, Oui. 2012, il s'est présenté à l'élection présidentielle. Oui. Vous avez été son directeur Oui, absolument. de Oui. campagne en 2012. Oui. Mais surtout en 2000, Oui. on l'a accusé de velléité putschiste. Comment Non, Tanor non. avait vécu ces différents échecs, 2000, Non, non. 2007, Non, 2012? non. Je pense qu'en 2000, Oui. il a accepté, derrière le président Diouf, la perte du pouvoir et s'est retrouvé dans l'opposition. En 2000, il aurait pu essayer d'avoir une carrière personnelle, internationale. Il ne l'a pas fait. Il s'est consacré corps et âme au Parti socialiste pendant toute cette période-là. Mais parce qu'il avait le sens du devoir. Il avait le devoir de préserver le Parti socialiste. Je pense que ceux qui disent qu'il est parti d'échec en échec, parce que l'échec, il faut l'analyser par rapport à un objectif, à une situation de référence. La situation de référence du Parti socialiste en 2000, c'est ce que Dansokho a dit, Ahmad Dansokho, en disant, il rapportait les propos du président Abdoulaye Wade en disant, il a dit le Parti socialiste est terminé, que chacun prenne sa part, le Parti socialiste est mort. La performance de Tanor, il faut la rapporter à cette volonté du pouvoir installé en 2000 de faire disparaître le Parti socialiste. Et Ibrahim Sen a fait récemment un message en disant que Tanor a fait du Parti socialiste un parti infréquentable en 2000 à un parti qui est un pion majeur sur l'échiquier politique national. Tout ce qu'on a fait de 2000 à maintenant, que ce soit les assises, Benno Siggil Sénégal, le CPC, les luttes qu'il y a eu, que ce soit le 23 juin, le Parti socialiste était au cœur de ces luttes. Et ça, c'est Ousmane et Tanor aujourd'hui, qui l'a pour vous fait. résumer, le PS n'est pas mort avec la mort d'Ousmane Tanor Dieng. Le PS n'est pas mort. Le PS va avoir encore, pour moi, plus de force, plus d'attractivité, parce que les militants vont se ressaisir et vont se dire que le meilleur cadeau qu'on peut faire à Ousmane Tanor Dieng, c'est d'avoir un parti socialiste qui demain va revenir au pouvoir. Parce que c'était son vœu. Il travaillait à cela, non pas pour lui, mais pour les générations futures. Il laisse une institution sans président aussi, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Oui, une institution sans président, mais ça, c'est l'affaire institutionnelle. Ouais. Ça, c'est une décision du chef de l'État. Et un auditeur qui propose à Israël. Oui, c'est une décision. J'ai le devoir de répéter sa question parce qu'elle a été posée. Mais c'est une décision qui relève exclusivement des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Serigne Mbaye Thiam, ministre aussi quand même du gouvernement, ministre de l'eau et de l'assainissement. Qu'est-ce qui justifie le choix de Suez à la place de la SDE pour la gestion de l'eau? Je parle là en tant que membre du gouvernement. Et le gouvernement a des organes qui traitent de ces questions. Il y avait le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement qui a lancé un appel d'offres international précédé d'une préqualification. On avait reçu 3 offres. Une première attribution a été faite. Veolia, Suez, SDE. Oui. Une première attribution a été faite à Suez, contestée devant l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP. L'ARMP a demandé qu'on reprenne l'évaluation. On a repris l'évaluation. La commission des marchés, précédée d'une commission technique, parce qu'il y a une commission technique qui regroupe des techniciens, des impôts, des juristes, des financiers, des techniciens qui évaluent les offres et qui ont décidé d'attribuer à Suez. Dans la deuxième saisine de l'ARMP a considéré que l'attribution à Suez était de bon droit, compte tenu des critères qui sont dans le dossier d'appel d'offres. Mais dans un État organisé, il y a des organes qui sont habilités à cela. Ces entreprises, quand elles ont venu déposer des offres, c'est des cartons de documents qu'elles sont venues déposer. Quels sont les critères qui ont été déterminants, en résumé? Vraiment, non, je ne veux pas rentrer dans les critères parce que quand je suis venu au ministère, je me suis refusé
à aller regarder le dossier. Je prends l'exemple du prix, par exemple, qui est important, par exemple, le prix. Oui. Mais vous savez que ce n'est pas seulement le prix. Parce que j'ai dit, si c'était le prix qui était le critère pour désigner un attributaire, on allait faire passer de 2017 à maintenant, pour étudier des offres, lancer une procédure d'appel d'offres. On allait dire aux 3 entreprises, mettez sous enveloppe un prix, indiquez-nous-le, on ouvre et en séance, on dit que c'est elle qui est attributaire. Sur le prix, en tout cas, la SDE a été... sur le prix. C'est la meilleure proposition. Mais, sur le prix. Mais ce que le dossier d'appel d'offres dit, le marché sera attribué à l'offre substantiellement conforme la moins disante. Il y avait donc dans le dossier des notions de conformité, de non-conformité substantielle ou non. Parce que la non-conformité substantielle, c'est de dire que dans le dossier d'appel d'offres, on a demandé telle chose, mais l'offre n'a pas été explicite ou n'a pas été conforme à cette demande. La crainte, c'est de dire, on attribue à telle entreprise qui revient après au moment du contrat en disant, donc moi ça je ne l'avais pas prévu dans mon prix au moment de négocier le contrat. Donc vous êtes obligé d'augmenter mon prix si vous n'avez pas indiqué cela. Donc je pense que ce qui est plus simple, c'est de faire confiance aux organes. C'est près de 15 personnes dans la commission technique venant d'horizons divers qui ont décidé de Suez. Sauf que, monsieur le ministre, certains disent que la procédure n'est pas transparente. Il y a même une suspicion de corruption. Oui, mais que répondez-vous? Ce que je veux dire, la procédure, les décisions de l'ARMP qui indiquent les griefs de SDE, les arguments de la partie administrative, ces décisions-là sont publiques. La transparence, c'est que ce qu'on décide, on le rend public. L'attribution provisoire a été rendue publique. Les décisions de l'ARMP figurent sur le site internet de l'ARMP. Maintenant, il reste une autre procédure, mais qui n'est pas un autre recours, qui n'est pas suspensif. C'est la Cour suprême. Actuellement, le marché est attribué à Suez. Le Code des marchés prévoit un autre recours à la Cour suprême, mais qui n'est pas suspensif. Ce recours fait, l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP, qui a pris la décision, parce que le recours c'est contre la décision de l'ARMP. L'ARMP va répondre à la Cour suprême pour donner ses arguments. Moi, la transparence, c'est que tout soit sur la place publique. Mais quand on va jusqu'à parler de corruption, quand même, c'est des accusations graves. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les Sénégalais et tous les partenaires sur la procédure? Moi, ce que je peux dire, c'est la procédure à respecter les décisions des organes de l'État qui sont habilités. Les offres ont été reçues. Une commission technique comprenant près de 15 personnes se sont réunies. On dit qu'il faut attribuer à Suez. La commission des marchés aussi s'est réunie, a dit qu'il faut attribuer à la Suez. Le dossier a été envoyé à la direction centrale des marchés publics du ministère, qui sont d'autres personnes qui ont dit qu'ils sont d'accord avec cette attribution. Le dossier a été envoyé à l'ARMP, qui sont d'autres Sénégalais aussi qui y siègent, qui disent que cette attribution est conforme. Maintenant, il y a des voies de droit. SDE va exercer ses voies de droit et dans tous les cas, l'État du Sénégal respectera les décisions qui seront prises. Il n'y a jamais eu de corruption. Mais moi, je suis venu au ministère. En tout cas, je n'ai pas connaissance, moi, de corruption dans cette affaire-là. J'en ai pas connaissance. Les gens qui en ont connaissance, ils portent cette affaire au niveau des organes de l'État qui sont habilités à le faire. Par exemple, l'OFNAC, les juridictions. Oui. Et puis ces juridictions vont trancher. Cela ne fait-il pas désordre quand même, désordre ou conflit d'intérêts ou délit d'initié que Suez soit aussi le constructeur de l'usine de Keur-Momar-Sarr 3? Oui, mais justement, ça a été soulevé dans les griefs que la SDE a portés à l'ARMP. L'ARMP a étudié le dossier, a dit qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, tel que c'était stipulé dans le dossier d'appel d'offres. Donc, il faut se... Parce que si chacun dans son coin, vous ne lisez pas un dossier, vous n'avez pas lu une partie du dossier, mais vous dites, moi, ce que je pense, on ne va pas s'en sortir. Moi, je me suis refusé à lire les dossiers. Les offres, je ne les ai pas lus. J'ai dit,
Je n'ai pas le temps de le faire. Ce n'est pas mon travail de ministre de le faire. Il y a des organes qu'on a nommés pour ça, des Sénégalais à qui on a fait confiance. C'est à eux de dire comment ça se passe. Nouvel avenant de 6 mois encore. Hein, oui, nouvel avenant entre de SDE 6 mois. et l'État du Sénégal. Impression de tâtonnement ou d'impréparation quand même. Non, ce n'est pas une impression de tâtonnement. Oui. Parce que le contrat de SDE d'abord, à l'origine, qui a été signé en 1996, était un contrat pour 10 ans d'affermage du service de l'eau potable en milieu urbain. En 2006, il y a eu des séries d'avenants pour proroger. On était au 9e avenant qui a été signé en décembre 2018. En décembre 2018, quand SDE et l'État du Sénégal signaient le 9e avenant, c'était dans la perspective que l'attribution définitive du marché, du nouveau marché, allait se faire en février 2019. Donc, il y aurait une période de transition de 4 mois entre l'attribution à un nouvel opérateur et l'installation du nouvel opérateur au 1er juillet 2019. Il s'est trouvé qu'avec les recours qu'il y a eu, la décision de l'ARMP n'est intervenue qu'au mois de juin, enfin le 29 mai, qui a été notifié au ministère de l'eau et de l'assainissement le 16 juin. Donc, à 14 jours de la fin de l'avenant numéro 9. Mais vous comprenez bien, et les Sénégalais comprennent, qu'en 14 jours, on ne peut pas organiser une transition entre la SDE et la nouvelle société d'exploitation qui sera issue de Suez. Parce que ce n'est pas Suez qui va exploiter. Suez a l'obligation de créer une société d'exploitation de droit sénégalais. Société dans laquelle les Sénégalais, le capital sénégalais sera de 55%. Et Suez aura 45%. Avec un directeur sénégalais? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est le conseil d'administration qui va le déterminer. C'est le conseil d'administration. Mais dans tous les cas... Si les Sénégalais sont majoritaires, ils doivent pouvoir désigner le directeur général. C'est une entente. Parce que vous savez, c'est une association. Il y aura des discussions entre l'État du Sénégal et Suez pour voir qui prend les différentes responsabilités. L'État aura combien précisément? L'État a 25%, le privé national, ce qui est prévu, l'État a 25%, le privé national 25%, le personnel 5%, ça fait 55%, et Suez 45%. C'est ça qui était prévu dans le dossier d'appel d'offres. Et ce privé national qui est déjà là et qui est au sein de SDE et qui manage l'entreprise, on va en faire quoi? Non, mais SDE continue à exister. SDE est une société qui n'est pas liée seulement à l'exploitation de l'eau. SDE, c'est une société... Moi, je ne veux pas parler pour la SDE, mais je suppose que SDE continue à exister. En tout cas, des discussions que j'ai eues avec le top management de SDE, c'est que SDE va continuer à exister. Avec une partie même de la gestion de l'eau, non? Oui, mais ça, c'est différent. C'était deux procédures indépendantes. Oui. Il y a une filiale de la SDE qui s'appelle SDE en milieu rural. Oui. Parce que le Sénégal, la même réforme qui a été appliquée dans le milieu urbain, on l'a dupliquée en milieu rural. La LOFOR, l'Office des forages ruraux, qui va être propriétaire des infrastructures, maintenant pour la gestion et l'exploitation de l'eau, distribution en milieu rural, nous avons divisé le territoire en 8 périmètres et SDE est attributaire, SDE rural est attributaire du service de l'eau potable en milieu rural dans la région de Louga, dans la région de Saint-Louis et dans la région de Matam. C'était une procédure aussi d'appel d'offres transparente à l'issue de laquelle SDE Rural, qui est la filiale de SDE, qui a été attributaire de ce marché, a gagné ce marché. Et ces opérateurs donc privés vont aujourd'hui gérer également l'eau en milieu rural. Oui, ces opérateurs privés... L'OFOR jouant un peu le rôle de SONES. Oui, le rôle de SONES. Voilà, c'est ça la réforme en réalité. Parce qu'avant, il y avait les ASUFOR, les associations d'usagers des forages. Mais ces ASUFOR, il y avait des problèmes de gestion, de qualité de la distribution de l'eau. Donc nous voulons aller, comme la réforme en milieu urbain a été une réussite, nous voulons dupliquer ça en milieu rural. Et cette réforme a permis de faire baisser le prix moyen de l'eau en milieu rural avec cette réforme-là, avec les appels d'offres que nous avons obtenus. Il y aura une baisse du prix de l'eau. En milieu rural, c'est déjà appliqué. Et oui, en milieu rural comme urbain, oui. Est-ce qu'il y aura une baisse du prix de l'eau? Oui, non, en milieu rural, il y a déjà une baisse avec ces délégations de services publics dont j'ai parlé. En milieu urbain maintenant, on a le prix exploitant, parce que le prix de l'eau, le prix que SDE et Suez ont proposé, ce n'est pas le prix que le consommateur paye.
c'est ce qu'on appelle le prix exploitant. Ça veut dire c'est le prix auquel SDE ou Suez va se rémunérer pour les services de distribution de l'eau qui est effectué. Maintenant, à côté de ce prix, il y a ce qu'on appelle le PP, le prix patrimoine. C'est le prix de l'investissement qui revient à la SONES, qui lui permet de faire face aux dépenses Les auditeurs veulent entendre. Et puis après, il y est-ce a qu'il la y aura redevance une baisse du d'assainissement. prix de l'eau ou pas? Maintenant, parce que ce qui est important pour l'auditeur, je crois, pour l'auditeur, pour l'usager, c'est d'avoir une qualité dans la distribution de l'eau. On a le prix exploitant qui va passer de 364 à 298. 364 qui est le prix actuel, qui est dans le dernier contrat avec la SDE, à 298,5 qui est le prix qui est proposé par Suez. Il y a un différentiel donc de 66 francs. Ce différentiel, il faut essayer de l'attribuer, soit parce que l'assainissement est insuffisamment doté. Donc, augmenter la redevance d'assainissement pour avoir une meilleure qualité d'assainissement pour les Sénégalais et peut-être accroître les capacités d'intervention de la SONES dans les investissements pour assurer la qualité de l'eau. C'est la décision qui sera prise, ce sera autour de la satisfaction des besoins des usagers. Les besoins des usagers ne sont pas seulement des besoins financiers, c'est aussi des besoins Et en qualité inversement, est-ce qu'on d'assainissement. peut s'attendre à une et de augmentation du prix de l'eau? Non, non, il n'est pas prévu Vous êtes d'augmentation affirmatif. du prix de l'eau. Non, Très il n'est bien. pas prévu. Dernière question, mais vraiment en une fraction de seconde. Le 9e Forum mondial de l'eau en 2021 à Dakar, après Brasilia. Pourquoi l'État s'est-il engagé dans un forum qui était jusqu'ici plutôt l'affaire des associations et des ONG? Mais non, le forum regroupe l'État, les associations, les ONG. Le forum a toujours été organisé par des États. La première fois que le forum a été organisé ici, c'était en Afrique du moins, c'était en 1997 au Maroc, c'était par l'État. Au Brésil, c'était par l'État. C'est le Premier ministre même qui a représenté là-bas le chef de l'État. Aujourd'hui, l'État du Sénégal l'organise, mais l'État ne l'organise pas seul. L'État l'organise avec les États. C'est un dialogue multisectoriel et multi-acteurs. Ce ne sont pas seulement les États qui seront représentés au forum, c'est les ONG, c'est la société civile, c'est tous les acteurs qui gravitent autour de l'eau qui seront au forum de Dakar, qui est un événement important. Et je pense que le fait de faire confiance à notre pays, comme premier pays en Afrique subsaharienne qui le fait, cette manifestation importante, qui regroupe des dizaines de milliers de personnes, je pense que c'est un honneur qui est fait à notre pays. Mais au-delà de l'honneur, c'est le défi. Manque d'eau, panne, vieillesse de l'infrastructure ou des infrastructures. Est-ce que le Sénégal aura vraiment la tête hors de l'eau avant ce forum? Oui, on travaille. Ce serait un événement dans un événement. Déjà, en termes d'objectifs les ODD, que ce soit en milieu rural ou urbain, on a atteint les ODD. On est à près de 98%, plus de 98% d'accès à l'eau potable en milieu urbain et on est à près de 92%, je crois, en milieu rural. Le Sénégal est cité en exemple dans ce domaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. Mais c'est justement parce qu'il y a des défis qu'on est en train de construire la troisième usine de Koroma-Marsar, qui va permettre d'injecter 200 000 m3 d'eau supplémentaire, qu'on va démarrer bientôt, l'usine de dessalement d'eau de mer, qui va amener 100 000 m3 d'eau supplémentaire et on est en train de conduire cette réforme en milieu rural. Le Sénégal sera prêt. Le Sénégal sera prêt et le Sénégal pourra donner des projets labellisés, aussi bien dans le domaine de la distribution de l'eau en milieu urbain comme en milieu rural, que dans le domaine de l'assainissement, où là aussi on a des projets qui sont cités en exemple. Merci Serigne Mbaye Thiam. Merci beaucoup. Ministre de l'eau et de l'assainissement du gouvernement du Sénégal. Il est aussi le secrétaire national aux élections, membre du secrétariat exécutif national du Parti socialiste. Nous avons parlé d'Ousmane Tanor Dieng, mais aussi des Lions qui ont perdu la CAN face à l'Algérie. Mahmoud Ibra Kane était au micro, Aliou Diassé à la technique pour le compte d'e-radio, Babacar Ndiaye et son équipe pour ITV, mais aussi Imedia SN qui vous donne l'occasion de lire aussi cette émission, tout comme de la réécouter. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain en n'oubliant pas le rôle de Sandra Ndiaye et de Biram Pouy pour le côté digital. Merci.